Bonjour à toutes et tous, ravi, de vous retrouver, pour, ce nouveau live. Aujourd'hui consacré à l'optimisation de la grille de dons pour collecter, sur son formulaire, en ligne auprès des particuliers. On est ravis, d'accueillir, Camille. Bonjour Camille, Bonjour, bonjour à tous. Je et suis également, Victor. Bonjour Alexandre, bonjour Camille, merci. Alors rapidement, je vous rappelle qu'on organise, un live, chaque, 1er, mardi du mois. L'objectif, c'est, d'avoir, comme aujourd'hui, des grands témoins, et aujourd'hui on a de la chance parce qu'on a à la fois, un témoin côté, organisation avec Camille Razon et également, des professionnels, côté, conseil, côté, prestataire, et aujourd'hui, on a Victor Pathé, donc merci à tous les 2. L'objectif, c'est véritablement d'avoir, des partages d'expériences, des retours de bonnes pratiques, et comme aujourd'hui, typiquement des tests, et des conseils, qui peuvent être facilement applicables. Ces lives, ils sont organisés par GiveExpert, qui fait donc partie du groupe Donnet et qui est, un module, de gestion de formulaires de dons et d'inscription. C'est, plus de 266 millions d'euros qui ont été collectés, via nos formulaires, et comme à chaque fois, je tiens à remercier, les associations et fondations, qui, nous font confiance, et au premier rang desquelles aujourd'hui, l'Envol. Merci Camille. Je vais donc, te passer la parole. Je profite juste, pour, rappeler qu'au niveau de la diffusion sur LinkedIn, il y a dans la colonne de droite, la possibilité de laisser des commentaires. N'hésitez surtout pas à poser toutes les questions, et on prendra, un temps à la fin de la présentation, de Camille et Victor pour, justement pouvoir, répondre et échanger, tous ensemble. super. Moi, je suis Camille Razon, responsable de collecte à l'Envol, et je vais vous présenter dans un premier temps notre association, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. L'Envol, on est une organisation qui existe depuis 25 ans. On organise en fait des programmes adaptés pour les jeunes malades de 6 à 25 ans et pour leurs familles. L'objectif étant réellement de lutter contre leur isolement et de vivre mieux pendant ou après la maladie. Pour cela, on accompagne gratuitement plus de 5000 bénéficiaires au travers 4 différents programmes, qui sont des séjours adaptés de vacances, des ateliers à l'hôpital, des sorties récréatives et des kits d'activités. Tous nos programmes représentent un budget annuel de 1,4 million d'euros en 2023. Il était de 1,2 million d'euros en 2022. Et on accompagne et on prend en charge plus de 65 pathologies différentes. C'est vraiment l'objectif de nos différents programmes. Et on est accompagné par plus de 55 partenaires financiers. Et également, on a le soutien de plus de 1600 donateurs particuliers en 2022. Et tous nos programmes sont possibles grâce à l'accompagnement également de 300 bénévoles actifs chaque année. Donc voilà un petit peu pour les différents chiffres que je peux vous présenter. Pour rentrer un petit peu dans le contexte et les enjeux, il faut remonter il y a quelques années, puisque en 2020, on a un peu remis en question en fait le modèle économique de l'Envol, qui était basé essentiellement sur la collecte de fonds auprès de partenaires entreprises, mais également de fondations et d'associations. On est arrivé dans une année qui était celle du Covid, et où on a eu une forte volonté de diversifier les ressources de collecte, puisque c'était quand même une année de crise où on pouvait perdre des partenaires de longue date, et donc une volonté vraiment de diversifier les ressources de collecte. D'autant plus qu'on a eu quelques signaux assez positifs, où on s'est rendu compte qu'il y avait un fort soutien de la part de nos donateurs sur 2 temps forts de l'année. Donc là, une collecte d'urgence qui a été lancée pendant le premier confinement, et également un appel aux dons de fin d'année qui était assez satisfaisant malgré
à l'époque, on était assez inquiets sur la fin d'année, en se disant qu'on avait déjà eu un certain soutien lors de notre collecte d'urgence et donc on avait peur des conséquences sur la fin d'année. Donc voilà, mais on sentait aussi qu'on avait un vrai besoin de se professionnaliser sur la collecte auprès des particuliers et également que c'était le bon moment pour investir sur la collecte auprès des particuliers en 2020. Donc, on a pris la décision d'être accompagné par Maxima et donc par Victor en 2021 pour justement nous professionnaliser sur la collecte auprès des particuliers. Donc simplement pour que vous puissiez avoir des informations également sur les plateformes qui étaient utilisées sur la collecte auprès des particuliers à cette époque. Donc on utilisait Helloasso jusqu'à la fin d'année 2000, enfin jusqu'à novembre 2022. Et on vient de faire un changement assez récent sur GiveExpert et pour la collecte événementielle qui est aussi une partie importante de la collecte sur les particuliers. Donc, on utilisait différentes plateformes qui sont citées sur la présentation. Et notre CRM est depuis de nombreuses années Eudonet. Donc voilà, je te passe la parole, Victor. Ouais, merci Camille. Pour rapidement faire la présentation, Maxima est une agence indépendante dédiée au bien commun. On a 25 experts du marketing relationnel et de la communication d'engagement au sein de l'agence et qui vraiment brasse toute une chaîne d'expertise pour répondre justement aux différents enjeux et transformer les modèles de collecte et développer les collectes des associations. Aujourd'hui, on accompagne, en plus de l'envol, des associations comme Amnesty International, la Fédération française de cardiologie ou encore SOS Village d'enfants, par exemple, pour ne citer que quelques exemples. Donc Camille nous a sollicité en 2021 avec cet enjeu de développer la collecte du grand public dans un contexte assez particulier. Nous, ça nous a fortement intéressés parce que c'est une cause qui était, déjà en plus d'être une belle cause, on a vu qu'il y avait en tout cas un fort potentiel de développement, mais avec une faible notoriété, une organisation qui avait une faible notoriété, et donc des enjeux qui étaient assez complexes. Mais pour répondre justement à ces enjeux, on s'appuyait sur 3 piliers stratégiques qui sont assez simples dans l'approche, mais qui sont fondamentaux pour pouvoir justement initier le mouvement vers les développements de la collecte. Ces 3 piliers, c'est optimiser l'écosystème digital et favoriser les conversions, et élargir les audiences et acquérir de nouveaux publics, et de renforcer la relation avec les donateurs pour développer leur soutien et développer leur potentiel. Donc, un des premiers chantiers qu'on a mis en place, ça a été justement le travail sur la grille de dons, puisque ça a été un des premiers points qu'on a pu constater, et qui est, en fait, la grille de dons étant un élément primordial dans la collecte, que ce soit en ligne ou en print. Parce que la grille de dons, en fait, elle permet aux donateurs de se projeter et d'avoir un référentiel dans leur soutien. Et en se penchant sur la grille de l'envol, on a remarqué que déjà, on avait un formulaire de dons unique qui à l'époque était, donc, comme Camille l'a dit, sur Helloasso, et on avait une grille qui était très large, vous pouvez la voir à droite, qui allait de 50 à 1000 euros. Et cette grille, en fait, cherchait à répondre, à s'adresser en fait à tous les profils de donateurs, que ce soit les nouveaux, les fidèles, des middle, des plus grands donateurs ou même les entreprises. Et donc, si une grille en fait resserrée ne permet pas de travailler la valeur et de développer sa collecte suffisamment, une grille trop large brouille complètement les repères et ne permet pas aux donateurs de se repérer dans le soutien qui est demandé. Donc notre objectif, là, le premier chantier qu'on a mis en place, c'était justement ce travail sur l'optimisation de la grille et chercher à améliorer le niveau de contribution des donateurs. Alors
Premier point sur lequel on a travaillé, enfin qui est important déjà quand on veut optimiser la grille, c'est de bien adapter son offre en fonction du profil de ses donateurs. On sait qu'on ne s'adresse pas, on ne construit pas sa grille de dons de la même manière si on s'adresse à des sympathisants ou à des fidèles. On sait que, par exemple, sur les fidèles, on peut s'appuyer sur l'historique de dons pour bâtir ces montants de dons, alors qu'avec des sympathisants, on a plutôt besoin d'avoir de l'expérience ou de s'appuyer sur des retours d'expérience pour pouvoir construire sa grille et définir les montants qu'on va indiquer. Ce qui est important dans cette approche, c'est d'avoir bien une base qui soit suffisamment bien segmentée, une segmentation sur des critères RFM ou sur des notes de score qui justement permettra d'avoir une offre la plus adaptée et la plus fine en fonction du profil de donateur et des objectifs qu'on aura fixés sur chacun de ces donateurs. Le deuxième point qui est important, c'est d'adapter son offre en fonction du parcours de sollicitation. En digital, on sait que on peut avoir des multitudes de parcours et même d'avoir des donateurs print qui viennent faire leurs dons en digital. Et il faut bien prendre tout ça en considération, puisque si jamais on a un donateur qui passe par une landing page où on a le temps de raconter des choses et on a le temps de présenter une offre, c'est pas pareil si jamais on sollicite des sympathisants par email où on a beaucoup moins de place pour raconter et venir argumenter sur les besoins. Et voilà, et donc c'est quelque chose de très important à prendre en considération pour pouvoir créer sa grille de dons de façon optimale. Et enfin, le dernier point, c'est de l'adapter son offre en fonction de la campagne et de ses objectifs. Si on a une campagne qui est en début d'année ou en fin d'année, on va pas forcément proposer les mêmes montants. Si notre objectif se fixe sur le don ponctuel, eh bien, faisons le choix assumé de ne pas proposer de dons en prélèvement automatique sur la grille de dons, puisqu'en fait, plus on va simplifier la grille, plus ce sera lisible et compréhensible pour le donateur, et plus il sera rassuré, et donc le chemin vers le don est tout tracé et plus simple. Et ce qu'on peut aussi mettre en place pour pouvoir optimiser et fabriquer nos grilles de dons, c'est de pouvoir exploiter déjà tout le potentiel des outils qu'on a à disposition. Comme là, un formulaire de don GiveExpert offre de nombreuses possibilités de personnalisation et chacun de ces tests ou chacune de ces modifications permettrait d'influer sur le taux de transformation. Donc c'est extrêmement important aussi de pouvoir jouer sur ces leviers-là. Ça peut être l'image ou l'accroche qui est dans le header, qui va permettre d'apporter une identité au formulaire de don. Ça peut être un travail sur les équivalences de dons qui permettent aux donateurs de se projeter et de rendre leur soutien plus concret. On a également des jauges de collecte qui permettent de mobiliser et de valoriser un objectif à atteindre. Et puis, on a tout un travail sur la disposition du formulaire, sur le nombre de colonnes, sur les moyens de paiement et notamment comment est-ce qu'on peut adapter ce formulaire au format mobile qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui. Et l'enjeu, la stratégie et l'approche à adopter quand on veut optimiser sa grille de dons, c'est évidemment de tester et de tester encore. Tout passe par le test. Au préalable, il faut évidemment avoir défini tous ces KPI. C'est la seule manière d'avancer. Et il faut s'assurer aussi d'avoir suffisamment de volume et de ne pas multiplier les tests pour avoir des résultats qui soient suffisamment significatifs. Ce qui a été dans notre cas un petit peu compliqué avec l'envol, puisque le nombre de donateurs sur une campagne était relativement faible et donc ne nous permettait pas de jouer sur des tests comme on l'aurait souhaité. Donc
Maintenant, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail sur l'analyse et le travail qu'on a pu faire avec Camille sur l'analyse de la grille de dons et les optimisations qu'on a pu apporter donc, en 2021. Donc déjà, tout d'abord, là, pour ce live, on se concentre et on vous présente les résultats de la collecte digitale de fin d'année, de 2020, 2021 et 2022. Donc on étudie notre approche, c'est d'étudier la répartition des dons, voir si elle est cohérente avec la grille de dons et est-ce qu'on observe des montants qui sont soit surreprésentés, soit sous-représentés. Donc à l'époque, on avait une grille de dons qui était à 50, 100, 300 et 1000 euros. Et ce qui nous permet d'obtenir ce type de répartition avec un don moyen à 97 euros. Donc là, on voit en rouge les montants de la grille. Et un des premiers constats, c'est de voir que le nombre de petits dons, de dons en tout cas inférieurs à 50 euros, est relativement important. Et surtout, il est très disparate. Et justement, ça traduit ce manque de montants qu'il peut y avoir sur les petits soutiens. Donc un de nos enjeux, c'était d'amener les petits donateurs qui sont très présents à l'envol, d'essayer de les amener vers un soutien à 30 euros. Ensuite, on a fait un travail et on a initié un travail d'upgrade sur les donateurs à 50 euros. Et notre enjeu, notre objectif, est d'essayer de les amener vers un montant à 60, puisqu'on voulait créer un écart un peu plus important entre le 30 et le 50, qui était un peu faible. Et puis surtout, alors ça ne se voit pas dans cette analyse-là, mais en fait, le montant de 60 euros était assez sollicité sur d'autres campagnes et tout au long de l'année. Donc, on n'avait pas pris trop de risques d'aller chercher à upgrader les donateurs vers ce montant. On a fait le choix ensuite de maintenir le montant à 100 euros. C'est un montant qui nous convient très bien, qui est tout à fait adapté à une collecte web et qui répond très bien à des besoins, aux besoins de donateurs. Et par contre, au niveau des grands montants, on avait donc un montant à 1000 euros. Il a été fait le choix de le conserver, mais là, je peux laisser éventuellement Camille expliquer pourquoi et quels étaient les enjeux sur ces gros montants. Oui, complètement. Effectivement, on avait en fait un certain nombre de donateurs qui faisaient des dons supérieurs à 500 euros et qu'on souhaitait toucher avec le montant à 1000 euros. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé aussi de conserver un montant supérieur à ce qui avait été recommandé. Et donc tout ce premier travail nous a amené à faire évoluer et à optimiser donc les montants de notre grille et de construire une grille différente qui déjà propose un premier montant donc à 30 euros qui répondrait au public les plus petits, au profil les plus petits, et d'essayer d'upgrader, donc de passer à 60 euros qui était un montant qui avait un fort potentiel. Et bien, les résultats obtenus sur les 2 campagnes suivantes de fin d'année sont assez probants. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a donc une polarisation des dons sur les montants de la grille. On voit que les dons à 30, 50, 60 et 100 sont surreprésentés. Et en plus, on a réussi en fait à faire augmenter le don moyen, qui est passé de 97 euros en 2020 à 180 euros en 2021 et qui est redescendu à 132 en 2022, mais qui est quand même une progression significative. Et en plus, alors l'enjeu, ce qui était assez particulier, c'est que ça s'est accompagné d'une augmentation du volume de donateurs
sur ces campagnes, avec des donateurs qui ont triplé ou quadruplé, je crois, par rapport à 2020. Oui, effectivement, pour donner, une idée, de l'évolution, on avait, en 2020, à peu près, 650 donateurs et on est passé en 2022 à, plus de 1 600, donateurs. Donc qui s'explique, par, justement tous les efforts qui ont pu, être mis en place sur l'appel de fonds de fin d'année et différents investissements, également. Et donc là, si on revient un peu dans le détail pour observer les différents segments, les différents montants qu'on a fait évoluer. Donc aux environs du montant de 30 €, on voit qu'il y a une baisse générale de la part des petits dons et qu'il y a une forte concentration sur le montant à 30 € qui a été initié vraiment dès le début, dès 2021. On a vu l'effet directement sur ce montant, ce qui nous conforte dans le choix et qui maintenant fixe le montant de 30 € comme étant le premier montant de la grille de dons digitale. Qui peut évoluer, mais en tout cas, c'est le montant de base. Ensuite, on a eu un upgrade progressif vers le montant de 60 €. On voit donc en vert, c'est l'année 2021 et en rouge 2022. On voit que le montant de 50 est quand même resté très présent. Probablement parce que des donateurs avaient leurs habitudes et ont maintenu leur contribution au même niveau que les années précédentes. Et par contre, sur le montant à 60 €, il est a priori probable que ce soit lié justement à l'arrivée des nouveaux donateurs qui se sont engagés directement sur le montant qu'on pouvait proposer. Pardon, je reviens peut-être juste en arrière. Oui, c'est là. Et là, sur la répartition des dons sur les 100 €, on voit que le montant de 100 € est toujours autant plus plébiscité. Donc là, ça a conforté notre choix de le maintenir. Et par contre, l'enjeu sur les montants au-delà, que ce soit à 200, 300 ou 500 € reste un enjeu justement important, un travail qui reste encore à faire, essayer d'aller toucher au mieux les donateurs middle et d'essayer de trouver justement une offre qui soit plus adaptée. Et ça va faire partie justement des objectifs et des enjeux pour l'année qui arrive. Et là, je vais laisser la parole à Camille. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, comme le dit très bien, Victor, on a un vrai enjeu aussi, pour, les, moyens et grands donateurs puisqu'on avait, jusqu'à maintenant, uniquement en fait, une grille de dons sur laquelle, enfin en tout cas pour la campagne d'appel de fonds de fin d'année, où on mobilisait les donateurs sur une grille de dons unique, ce qui va être changé donc en 2023. On a décidé de s'équiper en fin d'année 2022 de meilleurs outils pour pouvoir mieux suivre les campagnes et mieux adapter aussi les stratégies en fonction de nos différentes cibles. Donc, on a pour projet de réaliser notamment des tests de grille de dons à destination des moyens et des grands donateurs pour essayer aussi d'augmenter leurs dons moyens, parce qu'on voit dans les différentes explications de Victor qu'on s'est aussi beaucoup concentré sur les dons de 100 € et inférieurs. Donc là, ça va vraiment être l'objectif aussi d'aller voir comment est-ce que les grilles de dons agissent sur les moyens et grands donateurs, puisqu'on était jusqu'à présent vraiment dans une volonté d'avoir de plus en plus de petits et moyens donateurs. Ensuite, comme perspective d'évolution qu'on pourrait citer, ce serait vraiment aussi de pouvoir mieux traquer les dons de chaque campagne et d'analyser aussi les résultats en fonction des différents parcours donateurs. Donc ça, c'est un point qui est important et qui pouvait manquer les années précédentes. Et également de pouvoir mieux traquer la provenance des dons de chaque campagne. Et également ce que nous permet de faire GiveExpert, de rendre aussi le don le plus facile et le plus rapide possible, donc en l'adaptant par exemple au format responsive, etc., pour que ça soit le plus facile possible et augmenter le nombre de dons.
Donc voilà un petit peu pour nos perspectives d'évolution et Alexandre va faire aussi une démo de ce qu'il est possible de faire sur GiveExpert. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 2 pour toutes ces explications. Je vois qu'il y a déjà pas mal, de questions, donc c'est intéressant. Donc, comme vous l'aurez compris, à l'heure actuelle, l'analyse qui a été faite, par, l'association L'Envol et Maxima était basée sur, les transactions. Et l'étape qui vient maintenant, c'est de continuer à faire des tests. En tout cas, c'est clairement l'objectif et la recommandation aussi de Victor à Camille. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut justement déployer des tests. Peut-être que vous savez d'ailleurs qu'un des outils qu'on utilisait le plus fréquemment pour automatiser des tests, qui était Google Optimize, s'arrête en septembre 2023. Donc, c'était un outil qui était fourni par Google gratuitement et qui était intégré avec Google Analytics. Donc, il s'arrête et d'où le parti pris de vous montrer un exemple avec un autre outil, en l'occurrence qui s'appelle Matomo, qui est un outil de suivi statistique open source qui existe aussi dans une version hébergée, celle que j'utilise là pour cette démo. Un outil qui est beaucoup plus respectueux de la vie privée des visiteurs et des donateurs, parce qu'il ne dépose pas toujours des cookies, si je puis dire, et qui permet, tout comme on le fait dans Google Analytics, en fait, de suivre à la fois les visites, donc les pages sur lesquelles les personnes se sont rendues, et puis le suivi e-commerce, c'est-à-dire avoir les transactions qui remontent. Alors, il faut que je me mette sur cette journée-là. Oui, j'inclus aujourd'hui. Et avoir comme ça donc l'ensemble des transactions qui ont pu être réalisées. Donc avec l'objectif, ça va être par exemple, enfin prenons l'exemple, on va dire, de comparer 2 formulaires de dons. Donc un formulaire de don comme ceci, assez simple, et un second formulaire de don dans lequel on a par exemple, ah oui, il m'a logué déjà. Faudrait que je vais faire ça. Je vais rafraîchir. Il m'a mis le test. Alors, je vais désactiver le test juste là une seconde, le temps de vous le montrer. Hop. Donc, il y a un formulaire de don qui ressemble à ça, et un second formulaire de don qui est la version B, qui, elle, varie par rapport au... Normalement, ça devait varier par rapport au... Bon, ce que je vous propose, c'est que je vais modifier le premier pour faire varier ne serait-ce que la présentation, comme ça. Donc, si on veut tester, par exemple, un modèle avec une présentation de ce type-là, voilà, par rapport à un modèle avec une présentation de ce type-là. Donc, en fait, ce qu'on va pouvoir faire pour automatiser ce type de test, comme on sait que les transactions remontent dans l'outil, et donc qu'on a le suivi des dons réalisés, on va pouvoir créer un test AB, ce qu'on appelle aussi un split test, donc c'est-à-dire un test où le trafic va être dirigé de manière aléatoire vers l'une des 2 versions. Dans le cadre d'un test de ce type-là, ce qui va être important de mesurer, ça va être les revenus totaux, le nombre de transactions aussi. On va avoir donc une page qui est le formulaire par défaut, le premier, celui-là. Et à partir du moment où on va avoir un utilisateur qui arrive sur cette page-là, on va répartir 100% du trafic entre 2 versions, 50 et 50, et rediriger donc 50% du trafic vers cette deuxième version, la version B. On va pouvoir planifier le test, donc le mettre en place pendant une certaine période ou dès qu'on met le code, et on récupère un petit bout de code à intégrer. Et c'est là que c'est assez facile, parce qu'en fait, il y a un tag manager dans GiveExpert qui permet tout simplement d'aller copier-coller le bout de code qui a été fourni au-dessus du tag habituel de tracking de Matomo. Tag habituel de Matomo et tag de remontée des transactions qui sont fournis par défaut. Donc, il n'y a pas besoin de d'y retoucher. Et à partir du moment où
j'active ce tag, je vais avoir 50% des visiteurs. Donc, là, c'est mon cas. J'ai été sélectionné, vous voyez. Je suis passé en B automatiquement, qui vont voir l'autre version. Donc, en fait, j'ai cherché à charger celui-ci et automatiquement, j'ai été redirigé sur celui-là, sachant qu'il y a un cookie qui est déposé qui fait que si je reviens, par exemple, si j'actualise cette page-là, bien, hop, automatiquement, il me redirige aussi pour n'être confronté qu'à une seule et même version. Alors là, c'est un test très basique, je dirais, parce qu'on était entre, mais par rapport à ce que partageait, tout à l'heure, Victor comme test qu'on peut mener, ça peut être, des tests où on compare des grilles avec ou sans équivalence. Ça peut être aussi, des tests de réassurance. Il y a des fonctionnalités, comme le fait de rendre l'adresse postale optionnelle en un clic dans GiveExpert, donc on peut tester, l'intérêt que ça a en termes de taux de transformation. On va pouvoir, éventuellement, tester aussi des modes de paiement, donc le fait ou des simplifications du formulaire sur des versions mobiles, sachant que là aussi, GiveExpert peut détecter le fait que l'utilisateur est sur mobile et le rediriger vers une version mobile. Donc il y a de nombreuses possibilités qui sont offertes et l'optimisation qui a été montrée par Camille et Victor sur les montants de la grille euh, est et on en parlait d'ailleurs, avec, Victor et Camille il y a peu de temps, est clairement la première à mettre en œuvre. C'est celle qui a le plus d'impact sur votre collecte digitale. Mais ensuite, plein d'autres tests permettent d'améliorer, en plus du don moyen, le taux de transformation, diminuer le taux de rebond, enfin voilà, toute une série de tests, qui peuvent vous permettre d'améliorer, le taux de transformation et le montant collecté, via votre formulaire. Une remarque peut-être, qui était aussi un point, qu'on soulignait, qui est, il faut être capable d'identifier, l'impact, d'une modification. Donc, si on fait 2 versions totalement différentes, c'est-à-dire si je fais varier entre ma version A et ma version B, à la fois les montants et la mise en page, ce sera plus dur de savoir si c'est la mise en page qui a amélioré, le taux de transformation ou, qui a permis d'avoir, plus de dons réguliers que de dons ponctuels, par exemple, par rapport à une version comme ça où le don régulier, par exemple, est caché par défaut. Donc idéalement, il faut faire varier un élément de manière dans une démarche itérative, de manière à pouvoir, une fois qu'on a validé ou non l'apport, de cet élément, à la performance de votre formulaire, passer à un test, suivant. Et puis comme le faisait aussi remarquer, Victor tout à l'heure, il y a une problématique de validité statistique des tests. Donc plus grand sera l'écart entre, les 2 versions, moins vous aurez besoin d'avoir un volume important, de transactions, pour être, capable de déployer en toute confiance cette modification parce qu'elle est validée statistiquement. Là, il y a des outils qui permettent de faire ce type, de calcul, et on vous en partagera, pour savoir justement qu'en fonction du nombre de l'écart, le nombre de transactions qu'il faut et de manière générale, dans les rapports, des outils, de test AB, on a souvent, aussi, ce calcul-là, c'est-à-dire qui est fait où, il nous dit, voilà, il nous dit quel est le total et puis aussi quel est l'écart. Alors malheureusement là, comme il est sur la journée même, il veut pas me l'afficher, mais voilà, ça permet véritablement d'avoir ces données-là, qui nous permettent de conforter, et d'être sûr que le résultat est probant et donc qu'on peut l'appliquer, remplacer ou faire évoluer son formulaire dans ce sens. Ce que je vous propose maintenant, c'est, avant de prendre les questions, si vous avez, la gentillesse de prendre 2 minutes pour répondre au questionnaire, soit en flashant, ce QR code ou, via le lien qu'on va mettre là dans le chat, de manière à pouvoir, voilà, savoir quels sont les sujets, qui vous intéressent, quels sujets on peut, aborder, dans les prochains lives, aussi votre opinion sur ces lives, parce qu'on les organise, pour vous, et donc voilà, notre objectif, c'est vraiment, qu'il vous soit le plus utile possible.
On va donc patienter 2 minutes, le temps que vous puissiez répondre à ce petit questionnaire qui est très rapide et on reprend, la parole ensuite pour pouvoir échanger, avec vous, par rapport aux questions que vous avez laissées, dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, répondre au questionnaire et j'invite, Ophélie à nous rejoindre pour, pouvoir nous partager, les questions que vous avez pu poser et que nos 2 intervenants, Camille et Victor, puissent y répondre. Bonjour tout le monde, merci à tous les 3 pour vos partages d'expérience jusqu'à présent. Alors, on va prendre une première question. Alors, déjà, peut-être remercier Hélène qui a répondu à la question de Marion sur RFM. Effectivement, on a des petits acronymes. Donc, Hélène a déjà répondu, ça veut dire résonance fréquence montant. Peut-être rappeler en 30 secondes ce que c'est le RFM pour les personnes qui c'est en cours de route. Tout simplement, c'est une méthode d'analyse de la qualité client ou donateur, puisque c'est une analyse, une méthode d'analyse qui fonctionne pour le marchand et qui s'appuie sur les 3 critères donc de récence, c'est-à-dire la date du dernier don, de fréquence, la périodicité à laquelle le donateur va faire ses dons, et le montant du dernier don. C'est un peu les critères de base qu'on utilise et qu'on applique pour faire une segmentation, qui sont des critères plutôt rationnels. Et voilà. Après, on a d'autres critères, il y a plein d'autres critères qui peuvent s'ajouter, notamment ce qui est intéressant, c'est plutôt les notes de score ou des scores prédictifs qui permettent justement d'anticiper certains comportements de dons ou d'aller chercher les meilleurs profils à une période de l'année. Donc ça, c'est des critères qu'on utilise régulièrement en complément du critère de RFM. Maintenant qu'on a donné la définition, Géraud pose la question. Bonjour, est-ce que la gestion de la grille de dons chez GiveExpert peut se faire de façon dynamique selon l'utilisateur connecté et en fonction de la remontée des critères FRM dont on vient de donner la définition? Avoir une grille véritablement individualisée, c'est-à-dire pour chaque utilisateur, ça suppose de passer par le système de pré-remplissage. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec le système de pré-remplissage, c'est présélectionner des montants, voire pré-remplir un montant personnalisé, un montant libre donc, mais pas personnaliser toute la grille. Alors il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que la plupart du temps, on crée des segments et donc on crée des grilles qui sont quand même adaptées
à différentes cibles. Et puis la deuxième, c'est qu'en termes de pré-remplissage, le pré-remplissage de la grille, quand il y a des équivalences, enfin des textes d'équivalence ou des images, ce serait un peu complexe à passer depuis un email, typiquement. Alors, merci à tout le monde pour vos réponses à l'ensemble du questionnaire. Et donc, par rapport à cette personnalisation, il y a... Je vais cacher la question. Il y a Charlotte qui nous demande s'il est possible de personnaliser la grille de dons pour chaque donateur via des paramètres dans l'URL. C'est la même question que celle de Géraud. On peut présélectionner un montant qui est dans la grille ou remplir le montant libre. Inès nous demande si sur GiveExpert, on peut voir directement les montants de dons les plus fréquents pour chaque MDD. Donc, MDD, montant de dons. Ouais, pour chaque formulaire. Non, pas par défaut. Ce qu'on affiche par défaut, c'est le montant moyen. Après, en réalité, montants les plus fréquents, j'avoue que c'est... faut l'expliciter. Et la bonne technique, c'est pas d'avoir les occurrences, donc c'est-à-dire le plus de fréquences, c'est d'avoir ce qu'on appelle les quartiles, c'est-à-dire des groupes. Alors des quartiles, ça veut dire typiquement, s'il y a 100 dons, on va diviser ces 100 dons en 4 groupes de 25 et on va regarder quelles sont les limites hautes donc, ou limites basses. Donc, autrement dit, où est-ce que à quel montant se fait la limite entre le groupe 1 et le groupe 2, entre le groupe 2 et le groupe 3. Donc, comme on a des effectifs dans chaque groupe qui sont identiques, on a une analyse qui nous permet en effet d'optimiser ou de travailler sur sa grille de dons pour éventuellement augmenter peut-être le montant du don minimal qu'on propose pour se mettre à la limite entre le groupe 1 et le groupe 2, sans se retrouver sur une grille qu'on a tellement tirée que en fait, les gens qui étaient dans le premier groupe, donc quand même un quart des donateurs, il n'y a pas de montant qui se rapproche du montant qu'eux ont donné, quoi, du montant maximum qu'eux ont donné dans ce groupe-là. Donc c'est pour ça que faire une analyse de quartile, c'est quelque chose qui est assez simple dans Excel notamment. Donc si ça vous intéresse, on pourra tout à fait faire une petite vidéo où on exporte des données depuis un formulaire de GiveExpert et puis on vous montre comment facilement faire une analyse de quartile dans Excel, sachant que c'est toujours la même chose avec Excel, hein. Le plus dur c'est d'avoir la bonne formule. Mais voilà. Donc il y a cette info du don moyen directement dans le back-office de GiveExpert. Mais je ne sais pas quelle est la recommandation de Victor de son côté, mais c'est vrai que spontanément, moi je pensais au quartile, mais peut-être que tu as d'autres manières, toi, de la RFM. Ouais, ou peut-être juste compléter que, effectivement, essayer d'analyser l'occurrence, le montant de don le plus sollicité n'est pas forcément l'analyse la plus intéressante. Elle est importante, mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des gros dons qui sont réalisés et qui sont beaucoup moins nombreux et qui viennent apporter autant, voire plus que des petits dons. Donc c'est vraiment adopter cette stratégie complète, d'avoir à la fois un gros volume de petits dons et quelques volumes de grands donateurs et de middle. Merci à tous les deux. Marion a une question concernant les A/B testing. Quand est-ce qu'ils devront être réalisés? Est-ce que c'est pendant une campagne? Est-ce qu'il faut changer les tests et à quelle fréquence? Là, on va dire, en fait, ils peuvent être réalisés n'importe quand, tant que vous avez suffisamment de volume pour pouvoir interpréter des résultats ou avoir des résultats significatifs. Il faut bien sûr prendre en compte le type de campagne, la période de la campagne, l'objectif qui est en lien avec la campagne et la période, puisque selon cet objectif ou la campagne, est-ce qu'on va pouvoir généraliser le résultat observé sur une autre campagne? Et est-ce que ça va fonctionner également mais a priori, il n'y a pas de période clé pour pouvoir le réaliser. Il y a
en tout cas, il y a des campagnes qui sont à plus forts enjeux et donc sur lesquelles il faut parfois faire attention au type de tests qu'on va réaliser. Mais l'objectif étant surtout d'avoir un volume de résultats significatifs pour analyser les tests. Élise nous demande si la campagne évoquée a été faite sur la base de l'envol et ou sur de la prospection. Alors, en 2020, uniquement sur la base de l'envol, et en 2021, dans le cadre de l'accompagnement avec Maxima, on avait lancé une opération pour avoir un certain nombre de contacts de prospection via une solution qui s'appelle Mes Opinions. Et donc, on avait à la fois de la prospection et à la fois la base de l'envol. Et donc, c'est la même chose pour 2022 ensuite. Et Camille, quels sont les outils évoqués pour suivre mieux les campagnes ? Alors nous, on est au tout début, donc on vient de changer d'outils et de découvrir aussi les tag managers, etc. Donc l'objectif étant de suivre les recommandations qui ont été faites et de se former à utiliser notamment des outils comme Matomo qui a été présenté. Mais pour l'instant, on utilise notre CRM et les résultats des campagnes pour les suivre. Donc voilà. Alors, une question plus en lien avec la démo et le paramétrage de la mise en place de l'A/B testing. C'est une question de compréhension. Est-ce qu'il faut d'abord paramétrer les différents formulaires que l'on veut tester et ensuite activer l'A/B test ? Oui, tout à fait. La bonne démarche, enfin, c'est... En fait, il y a deux types d'outils d'A/B test. La bonne démarche, c'est en effet plutôt de créer 1, 2, voire 3 formulaires, parce que si on a vraiment du volume, on peut tout à fait tester 3 versions. Et une fois qu'on les a, d'utiliser un outil de split test, donc qui va, comme je disais tout à l'heure, répartir le trafic et poser un cookie pour que la personne qui a été exposée à une version voit tout le temps la même version. Et que cet outil, il est aussi derrière un enregistrement des remontées, c'est-à-dire des transactions, des conversions, de manière à pouvoir établir quel est le résultat de chacune de ces versions. Ensuite, il existe un autre type d'outils qui sont des outils qui sont plutôt pensés cette fois-ci pour les pages de campagne, les landing page ou les sites internet, qui sont des outils d'A/B test, voire de tests multivariés. Et là, en réalité, on part d'une seule version et c'est l'outil qui vient rajouter une surcouche par-dessus la page ou le formulaire pour faire varier un texte, pour faire Donc, utiliser ces outils-là sur moi, je le recommande pas pour deux raisons. Le premier, c'est que ça alourdit très fortement la page. Donc, si vous êtes en période de campagne de fin d'année avec des pics de trafic, c'est pas une bonne idée de multiplier par 3 ou par 4 le poids de vos pages, que ce soit vos landing pages ou vos formulaires. Et puis, la deuxième raison, c'est que certains ont un fonctionnement très simple, et puis d'autres vont vous permettre de faire des choses qui, en fait, vont créer des dysfonctionnements. Je prends un exemple simple. Il y en a certains qui vont vous permettre de cacher des champs. Vous allez cacher un champ sur votre formulaire, mais derrière, au moment de la vérification, en fait, ce champ, il est obligatoire. Donc, s'il a juste été caché de manière purement visuelle par un outil d'A/B test, ça va renvoyer une erreur. Et puis, vous allez bloquer tout simplement, vu que ce champ, par contre, il sera bien caché. Donc, en fait, aucun donateur pourra le remplir. Vous allez tout simplement bloquer le tunnel de don. Donc, moi, je recommande de faire des formulaires, d'utiliser du split test. C'est ce que permet notamment Matomo, qui est un outil très accessible, parce que c'est un outil statistique qui, en mode hébergé, coûte, il me semble, 19 € par mois. Donc, c'est vraiment un outil très accessible de ce point de vue-là. Après, vous pouvez aussi, si vous faites du split test, avoir une stratégie différente, qui est de vous dire, dans la plupart des outils d'emailing, il y a aussi une fonctionnalité d'A/B testing. Donc, à la base, cette fonctionnalité d'A/B testing, elle est plutôt pensée pour faire varier le contenu de votre email. Mais si vous voulez faire varier uniquement l'URL sur votre bouton entre la version A et la version B, par définition, votre outil d'emailing, il va gratuitement envoyer 50% de vos destinataires vers une version A et 50% de vos destinataires vers une version B. Et derrière, vous allez pouvoir très facilement, en regardant suite à l'envoi d'email
combien vous avez eu de transactions et quel est le montant moyen des dons sur le formulaire A et combien sur le formulaire B. Vous allez pouvoir faire cette analyse. Elle ne sera pas automatisée comme dans les tableaux de reporting d'un outil statistique, mais vous pourrez le faire. Et puis, éventuellement, certains outils permettent de l'afficher, parce qu'en fait, il y a parfois dans certains outils d'emailing des tags de conversion. Donc, avec des tags de conversion, on va avoir cette info de savoir combien il y a eu de dons dans l'outil de reporting de l'outil d'emailing, combien il y a eu de dons sur la version A de l'email et sur la version B de l'email qui, chez vous, correspondront au formulaire A et au formulaire B. Et d'ailleurs, puisque tu parlais de Matomo, Elise nous demande, est-ce que c'est simple de mettre en place Matomo et quelle est la différence par rapport à Google Analytics? La première différence, c'est que c'est un projet open source à la base, qui est soutenu par une association et une société maintenant. Donc c'est pas un outil qui dépend d'une régie publicitaire comme Google. Et dans leur ADN, ils ont mis le fait de ne pas utiliser de cookies quand il n'y en a pas besoin. Enfin voilà. Donc en fait, ils sont très respectueux de la réglementation européenne notamment. Alors même si on entend dire que Google Analytics va peut-être signer une convention donc pouvoir au niveau européen de ce point de vue-là dans les prochains mois. Donc c'est la première différence. Ensuite, il y a la possibilité ou bien de faire appel à Matomo, donc dans leur cloud, qui est en Europe pour qu'ils hébergent les données, c'est l'abonnement dont je parlais, où il y a même la possibilité, quand on a un site WordPress, de déployer le plugin Matomo gratuitement chez soi, donc une version qu'on appelle installée, quoi, une version chez soi, et à ce moment-là, carrément d'avoir l'hébergement de ces données ou l'hébergement de ces données statistiques sur ses propres machines. Donc, ce sont les principales différences. Nous, au niveau de GiveExpert, on l'a déployé sur nos serveurs et donc on le fournit aux associations qui le souhaitent, qui utilisent le module de don GiveExpert. Et par rapport à cette question, je vais vous partager le lien pour voir les replays de nos anciens lives, parce que justement, on avait abordé lors d'un live cette question de quelle réglementation RGPD et quelle solution peut recueillir les données en conformité. Du coup, je vais vous partager là le lien dans la conversation, où vous pourrez retrouver ces informations-là. Marion demande comment calculer un score prédictif. Très bonne question. Ouais. En général, c'est pas les associations ni les agences qui vont le faire directement. On passe par des partenaires qui sont spécialisés dans l'analyse et dans le scoring. Pour en citer quelques-uns, on peut avoir Octos, Novos ou Spin Data, qui sont des acteurs avec qui nous on travaille régulièrement et qui composent et qui permettent de créer différents types de scores. Voilà, donc c'est une démarche un peu complexe qui nécessite de se plonger vraiment dans dans votre base de donateurs et en plus ce sont des scores qui sont dynamiques, qui ont tendance, donc qui évoluent campagne après campagne et semaine après semaine. Une autre question de Marion, à partir de combien de transactions l'opération devient-elle pertinente lorsqu'on fait de l'A/B testing? Alors là-dessus, c'est justement, on vous partagera un calculateur de test de signifiance, parce que c'est le terme technique en statistique là-dessus. En fait, ça dépend du trafic, du ratio trafic-conversion. Donc, et du niveau de représentativité, donc l'intervalle de confiance statistique qu'on souhaite. Donc forcément, si on veut un niveau de représentativité statistique à 90%, ben on en aura besoin de moins que si on veut 99%. Grosso modo, il est rare qu'on puisse avoir une vérité statistique, même à un niveau de représentativité de 90%, en dessous de plusieurs centaines, voire un petit millier de transactions, pas de visites. Donc la barre est assez haute. Pourquoi? Aussi parce que il est rare qu'on ait des incréments qui soient du simple au double.
Si on a un incrément du simple au double, oui, probablement qu'avec 50 dons ou 100 dons, on a validé que le test est probant. Souvent, on est plutôt sur des incréments qui sont... Allez, quand on a fait un bon test, on est content de nous, on a vraiment augmenté de 10-12%. On est super content déjà, c'est un bon test. Au-dessus de 20%, c'est carrément la martingale. Et quand on est sur des petits réglages, parce qu'on a déjà fait pas mal de tests, et donc en fait c'est ça aussi, c'est itératif. Au fur et à mesure qu'on fait des tests, automatiquement on gagnera quand même moins, parce que les premières optimisations, celles en l'occurrence qu'ont mis Camille et Victor ensemble en place, c'est-à-dire celle de la grille de dons, ça c'est la plus rapide, et c'est celle qui aussi a le plus d'impact. Après, quand vous commencez à jouer sur des aspects graphiques, sur des aspects de présentation de la réassurance, sur des choses comme ça, on est déjà content quand on fait 5-6% d'incrémental. On se dit que ça vaut le coup d'être généralisé. Eh bien, parfait. Merci pour la réponse à l'ensemble de ces questions. Au niveau du timing, on va arriver à 1 heure du live, donc c'est parfait. Dans tous les cas, s'il vous reste des questions, donc vous pouvez y répondre, enfin vous pouvez les partager en répondant toujours au petit questionnaire, en continuant de poser vos questions sur la conversation de ce live, en nous contactant directement aussi. Alexandre, Camille, Victor et moi, on sera ravis de répondre à l'ensemble de vos questions. Et pour les personnes qui sont utilisatrices de GiveExpert, il y a aussi le user group collecterenligne.org qui est là pour que vous puissiez poser toutes vos questions et y répondre entre pairs. Donc, un grand merci pour ces échanges qui étaient très riches à tous les trois pour le partage d'expérience. Je pense que, vu les questions, c'est qu'il y avait un intérêt par rapport à la campagne que vous avez partagée et puis toutes les bonnes pratiques aussi que vous avez conseillées. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Victor. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci tout le monde. Merci. Et puis merci à toutes et tous de nous avoir suivis encore une fois, et on se donne rendez-vous donc dans un mois. C'est ça, donc prochaine date qui sera... qui est les vacances scolaires et les différents ponts. Donc, pour une fois n'est pas coutume, notre live ne sera pas un mardi matin, mais plutôt un jeudi matin. Donc, le 11 mai, on peut déjà vous communiquer la date. Et donc, au plaisir de vous retrouver dans, du coup, exceptionnellement un peu plus d'1 mois, le temps que tout le monde puisse profiter des congés et des différents week-ends prolongés. On vous souhaite une très bonne journée tout le monde. À très bientôt. Merci Ophélie pour l'organisation. Au revoir. Au revoir. Merci.